Qui a officiellement insinué en premier les BT sont des paresseux? Et si tu penses que c'est juste quelqu'un de mauvaise foi que tu as entendu dans la rue ou sur les réseaux sociaux, tu te trompes également. Non, c'est plutôt un gouverneur colonial français, avec un brevet d'administration et une médaille sur la poitrine. Il a écrit dans un rapport officiel publié en 1916, et ce rapport a été lu, archivé, cité, et lentement, insidieusement même, il est devenu une vérité que des Africains, que des Ivoiriens se répètent encore aujourd'hui entre eux. Mais alors, quelles sont les raisons qui me poussent, moi, qui ne suis même pas BT, à faire une telle vidéo sur ce peuple? Est-ce que le BT est réellement paresseux? Tu auras la réponse dans cette vidéo où on va remonter à la source du cliché. On va convoquer Engoulevent, le bourreau colonial français qui a brûlé les villages en Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Dozon qui a tout documenté. Frantz Fanon qui a disséqué le vocabulaire colonial. Cheikh Anta Diop qui a démontré ce que l'Afrique faisait avant l'arrivée des Français. Achille Mbembe qui explique pourquoi, dans le contexte colonial, le paresseux n'existe pas mais est fabriqué. Et on va aller encore plus loin. On va remonter jusqu'aux plantations des Amériques au XVIe siècle pour te montrer que cette mécanique n'est pas uniquement un problème ivoirien, mais se fait l'écho d'une grammaire coloniale universelle. On va également remettre en lumière l'assertion belligène de Fouad-Boigny, la terre appartient à celui qui la met en valeur, laquelle assertion vient chambouler le foncier rural dans notre pays seulement 3 ans après l'indépendance. Et ce n'est pas tout. On analysera aussi l'impact de la construction d'un barrage hydroélectrique qui va implicitement conduire à l'affaire du Guébier, symptomatique de l'exaspération des BT et du jeune Kragbe Okpadjile Nyagbe. Bref les amis, aujourd'hui c'est un sujet lourd, un sujet dense que nous abordons. Et je vais vous demander explicitement de partager la vidéo en statut WhatsApp si possible, de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. À la fin de cette vidéo, toi l'Ivoirien de 2026, tu sauras exactement quoi répondre la prochaine fois qu'on te sort ce préjugé et surtout, tu ne le répéteras plus toi-même. Parce que tu l'auras remarqué, ce même cliché qui accablait autrefois les BT s'est étendu à l'Ivoirien de l'Ouest en général et accable désormais l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre « les Ivoiriens sont des paresseux ». Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Important. Au-delà des BT, c'est principalement le groupe ethnique Krou, de même que les Yakuba du Grand Ouest qui se reconnaîtront dans cette histoire. Avant même d'entrer dans le sujet, je vous propose d'écouter attentivement ce duel à distance. Mais vos manœuvres viennent d'où alors? Tous les manœuvres, ils viennent en principe, pour la plupart, de Haute-Volta, quoi. C'est tout des gens du Nord. Des Mossi? Des Mossi. Pourquoi les Ivoiriens, ça les intéresse pas de travailler dans la forêt? Bon, oui. Non, c'est pas une nature à travailler comme ça, quoi. Les gars, ils mangent ici, tout pousse. On y reviendra plus loin dans la vidéo. On est en 1908. La France a officiellement pris possession de la Côte d'Ivoire depuis 1893. Mais dans le centre-ouest, en pays BT et Ouai, quelque chose coince. Comme d'autres peuples de l'actuel territoire ivoirien, les populations résistent. Et pas seulement de façon symbolique. Elles résistent concrètement, les armes à la main. Paris envoie un homme régler le problème. Il s'appelle Gabriel Engoulevent, gouverneur de la colonie de 1908 à 1915. Sa méthode est totale. Il brûle les villages, confisque les armes, déporte les récalcitrants, impose le travail forcé et l'impôt de capitation. En gros, tu payes en argent ou en nature et si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu travailles. Il faut 4 ans pour pacifier, notez que c'est leur mot, pacifier, pour pacifier le pays BT. 4 ans, contre des peuples à pied, armés de saguets, face à l'armée coloniale française. Réfléchis une seconde à ce que ça veut dire. 4 années de campagne militaire, de villages incendiés, de déportation. Ça, ce n'est pas le bilan qu'on dresse face à un peuple amorphe, mais plutôt celui qu'on dresse face à un peuple qui se bat. Et à la fin de ces 4 années de répression, qu'est-ce qu'Engoulevent a écrit dans son rapport officiel? Son rapport officiel publié sous le titre « La pacification de la Côte d'Ivoire 1908-1915 ». L'indigène de la forêt aime, en général, à vivre dans des campements, en pleine brousse, loin des centres et des routes. Il peut y laisser s'épanouir ses instincts naturels, son penchant invétéré pour la paresse, son goût pour la chasse. Individualiste et indépendant, il supporte malaisément toute autorité. Fin de citation. Retiens bien le mot chasse. On y revient plus loin. Donc voilà Engoulevent, un homme qui a mis 4 ans à écraser une résistance armée et qui conclut que les vaincus sont des paresseux. Avec Engoulevent qui, je le rappelle, fut major de la promotion en 1891 de l'école coloniale en France, avec Engoulevent, disais-je, la résistance devient de la paresse. L'indépendance devient un instinct et le refus d'obéir devient de l'anarchie. Tu vois un peu la mécanique? Mais attention, un rapport ce n'est qu'un point de vue et le point de vue du vainqueur. Pour savoir si Engoulevent ment ou s'il décrit, il faut un témoin neutre. Quelqu'un qui a passé sa vie dans les archives, qui a tout lu, tout recoupé.
Ce témoin existe et il s'appelle Jean-Pierre Dozon. Jean-Pierre Dozon a passé des années dans les archives coloniales sur les Bété pour son livre La société Bété, histoire d'une ethnie de Côte d'Ivoire. Ce qu'il y décrit est édifiant. Mais avant de parler du cliché, parlons de ce qu'il efface. Les Bété avant l'arrivée d'Angoulevent n'étaient pas des oisifs dans leur village. Ils participaient à un commerce régional de cola avec les Gouro, avec les Djoula. Des échanges existaient bien avant la conquête. La stratégie coloniale sur la cola consiste à relancer un négoce pratiqué bien avant la conquête en s'appuyant sur les réseaux des marchands. Autrement dit, ce commerce, les colons ne l'ont pas créé, ils l'ont capturé. Souviens-toi de ce mot capturé. Il va revenir. Maintenant, voilà le contexte dans lequel le cliché de la paresse est fabriqué. Après la conquête militaire, les populations Bété se retrouvent dans une situation catastrophique. Les villages détruits, les champs abandonnés pendant les combats et la fuite en brousse, les réserves de vivres vidées par les réquisitions, les hommes mobilisés de force, ce qui empêche les défrichements et les semailles. Il y a une disette réelle. Les gens survivent. Les tribus Ndri, Guébié et Zabia font montre de leur hostilité vis-à-vis des tirailleurs. Et c'est dans ce contexte que l'administration tente d'imposer deux cultures commerciales. La cola, qu'elle cherche à contrôler, et surtout le caoutchouc, un produit entièrement nouveau que personne n'exploitait avant, le latex des Futumias. Un détail qui change tout. Le cours mondial de ce latex s'effondre autour de 1915 et l'opération tourne court en quelques années. Donc, même l'investissement colonial n'était pas rationnel. La prétendue rationalité économique se trompait elle-même. Dès lors, toi derrière ton écran, pose-toi une question simple. Tes champs ont été brûlés, tes réserves sont vides, tes hommes sont réquisitionnés de force et on te demande de planter non pas de quoi te nourrir ou nourrir tes enfants, mais une plante nouvelle dont tu ne tireras rien, sinon de quoi payer un impôt qu'on vient d'inventer d'ailleurs. Est-ce que tu te précipites? Évidemment non. Et ce nom, N-O-N, l'administration française va lui trouver un nom, N-O-M. Face au peu d'enthousiasme des populations pour ces projets qui ne servent qu'à payer l'impôt et non pas à nourrir les familles, voilà ce que les autorités écrivent dans leur rapport. Grande paresse, esprit d'indépendance, caractère hypocrite. Je cite Dozon. C'est ainsi que le faible intérêt des populations à l'égard des efforts de mise en valeur devient sur leur plume la preuve d'une grande paresse, que les retraits en brousse traduisent un esprit d'indépendance, que les difficultés d'asseoir une bonne chefferie collaboratrice soulignent l'état d'anarchie des sociétés locales, que les difficultés de percevoir l'impôt, en dépit des promesses formulées, révèlent un caractère manifestement hypocrite. Et Dozon est catégorique. Ces jugements n'expriment pas une réalité observée. Ils expriment plutôt, je reformule sa thèse, une incapacité à concevoir la situation comme le résultat de leur propre entreprise. Autrement dit, ce sont eux les colons qui ont tout détruit, les champs, les villages, les réserves. Et quand les gens survivaient comme ils pouvaient, au lieu d'aller construire leur route, les colons appelaient ça simplement de la paresse. Et Dozon ajoute une chose cruciale. Ce mot paresse n'est pas neutre. Il remplace un autre mot que l'administration ne peut pas écrire dans un rapport officiel. Ce mot, c'est résistance. Et ne comptez pas sur le major de la promotion 1891 de l'école coloniale pour écrire un mot si sacrilège dans ses rapports. Et là, tu pourrais te dire, d'accord, c'est une affaire de mots, de vocabulaire dans des rapports poussiéreux. Mais ça reste du papier. Sauf que non. Ce mot paresse, il ne dormait pas dans un tiroir. Il avait force de loi. Il pouvait t'envoyer au travail forcé. Laisse-moi te montrer comment. Le discours sur la paresse, il n'était pas seulement dans les rapports. Il avait une armature légale. En Afrique occidentale française, AOF, existait un corpus de thèses qu'on appelait le Code de l'indigénat. Ce Code de l'indigénat était en vigueur dès les années 1880 et il va se durcir au fil des décennies. Ce code réprimait notamment le vagabondage, c'est-à-dire le fait d'être sans emploi fixe, de se déplacer librement, de ne pas répondre aux réquisitions de travail. En français facile, fuir le travail imposé, c'était être paresseux selon les rapports. Et être paresseux selon le code, c'était un délit. Le stéréotype était judiciarisé. La résistance passive était criminalisée. Mesure bien ce que ça signifie. Dans un système juridique normal, on te juge pour ce que tu as fait. Dans le système de l'indigénat, on pouvait te juger pour ce que tu étais. En gros, on ne te juge pas pour un acte, mais on te juge pour un caractère. Le paresseux n'était plus une insulte, c'était une catégorie pénale. Et cette criminalisation avait une utilité directe. Justifier le travail forcé face aux pénuries de main-d'œuvre, des pénuries que les colons créaient eux-mêmes en imposant des conditions inacceptables. En Côte d'Ivoire, le travail forcé ne sera officiellement aboli qu'en 1946 par la loi portée par Félix Houphouët-Boigny. Près d'un demi-siècle d'exploitation habillant en morale du travail. Donc, on a un rapport et on a une loi, mais il manque encore une pièce. Comment un peuple entier,
finit-il par se voir lui-même comme le colon le voit? Comment le mot du colonisateur entre-t-il dans la tête du colonisé? Pour répondre à ça, il faut un homme qui était à la fois médecin de l'âme et combattant de la liberté. J'ai nommé Frantz Fanon. Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, a soigné des soldats algériens et français pendant la guerre d'Algérie. Il a vu de ses yeux ce que la colonisation fait à un esprit humain, du côté du colonisé comme du côté du colonisateur. Dans son ouvrage Les Damnés de la Terre, il écrit quelque chose de glacial. Quand le colon parle du colonisé, il utilise un vocabulaire particulier. Je lis Fanon. Cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial. Tu l'auras remarqué, Fanon n'a pas employé le mot description, encore moins le mot observation. Fanon parle de vocabulaire, c'est-à-dire un ensemble de mots construits pour remplir une fonction. Et quelle fonction? Justifier la domination. Dire aux colonisés, « Hé les gars, on vous domine parce que vous en avez besoin, parce que vous ne savez pas travailler, parce que vous êtes comme ça. » Fanon nomme cela le langage zoologique du colon. Un homme qui résiste n'est plus traité comme un homme qui résiste. Il devient un animal aux instincts sauvages. Et si tu ne me crois pas, regarde le rapport d'Engoulevent. Il y parle d'instinct naturel, de penchant invétéré, d'instinct atavique. Et c'est exactement le vocabulaire que Fanon décrit. Le gouverneur et le psychiatre se répondent à 50 ans de distance. Et c'est là que le piège se referme. Quand un mot zoologique est répété assez longtemps, assez fort, par l'école, par l'administration, par les patrons, il finit par être avalé. Le colonisé lui-même commence à se demander si, après tout, il n'est pas un peu paresseux. C'est la victoire la plus totale du colon. Non pas te dominer par la force, mais te faire douter de toi-même. Alors, si le colon ment, si son vocabulaire est une arme, posons-nous la vraie question, celle qui dérange. Qu'est-ce que l'Afrique faisait vraiment avant que ces gens-là débarquent avec leurs rapports et les lois? Un homme a passé sa vie entière à répondre à cette question. Cher Anta Diop. Cher Anta Diop a consacré sa vie à une seule démonstration. Les civilisations africaines précoloniales n'étaient pas des civilisations de la paresse, de l'anarchie ou de l'absence. Et c'est ce qu'un génie a tenté de démolir en une phrase. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Tu viens d'entendre une phrase prononcée par un président français en 2007 sur le sol africain. L'homme africain, pas assez entré dans l'histoire. En 2007, c'est-à-dire à quel point le cliché que nous démontons aujourd'hui n'est pas une poussière du passé. Il est encore là, il est vivant, dans la bouche des puissants. Concernant le travail de Diop, tu peux consulter Nation Nègre et Culture, paru en 1954, de même que l'Afrique noire précoloniale, qui paraît en 1960, où Diop va documenter les empires, le Ghana, le Mali, le Songhai, avec des systèmes constitutionnels, des organisations économiques, une agriculture structurée, une architecture, une philosophie politique. Le mythe du noir sans histoire, sans ambition, sans organisation, était une falsification. Falsification construite sciemment, beaucoup plus pour justifier la colonisation que pour décrire une réalité. Parce qu'il faut bien comprendre la logique. Si tu reconnais que le peuple en face de toi a des empires, des lois, une pensée politique, alors tu ne peux plus le coloniser au nom de la civilisation. Tu n'es plus un civilisateur. Tu n'es qu'un envahisseur. Pour rester un bienfaiteur dans son propre récit, le colon avait besoin que l'Afrique soit vide. Alors il a déclaré vide. Mais un dernier penseur va nous donner la clé qui fait tout tenir ensemble. Et sa thèse est vertigineuse parce qu'elle te concerne toi directement. Achille Mbembe, philosophe camerounais, va encore plus loin dans la critique de la raison nègre. Il y dit ceci: le nègre, et par extension le paresseux ivoirien et le bété indolent, n'existent pas. En tout cas pas comme une réalité objective. Il est constamment produit. Et produire le nègre, c'est produire un lien social de suggestion. Le paresseux n'est pas une personne qu'on aurait observée. C'est plutôt un personnage qu'on fabrique, qu'on entretient, qu'on rejoue. Et selon vous, qui le rejoue aujourd'hui? Plus seulement le colon. Nous. Traduction concrète, chaque fois que tu répètes ce stéréotype, même entre Africains, même en riant, tu reproduis un outil de domination. Tu fais le travail à la place du colon. Le colon, lui, il est parti depuis longtemps, mais il a laissé une machine derrière lui. Et tant que nous la faisons tourner, elle marche encore. Voilà pour la théorie. Les penseurs ont parlé. Mais je sens d'ici ton scepticisme. Tu te dis peut-être tout ça, c'est des livres, c'est des concepts, c'est des intellectuels. Alors ce que je te propose, c'est que nous descendions sur le terrain. Allons voir concrètement ce qui est arrivé au peuple bété sur sa propre terre. Et accroche-toi, parce que c'est là que ça fait mal. Apprêtez-vous, on va aller en eau profonde.
Après la pacification d'Angoulême, que se passe-t-il en pays BT? Des colons européens arrivent et s'octroient des terres de 50 à 100 hectares avec le soutien de l'administration dans les zones tardivement pacifiées, précisément parce que ces zones sont assez désorganisées pour ne pas opposer de résistance efficace. Ils y plantent du cacao. Ensuite arrivent des migrants, essentiellement baoulés, des ressortissants d'autres colonies, que l'administration coloniale encourage à s'installer et à cultiver le cacao et le café. Et le BT dans tout ça? Il se retrouve progressivement exclu du circuit économique qui s'installe sur ses propres terres. Ce n'est pas lui qui décide de ne pas travailler, c'est pire. C'est plutôt lui qu'on écarte du travail organisé tout en lui reprochant de ne pas y participer. Ce qu'on appelle de la paresse, c'était plutôt une exclusion économique organisée. Et le mot BT devient dans le jargon colonial puis post-colonial synonyme de manœuvre. Attention, je n'ai pas dit synonyme d'ouvrier qualifié ni de cultivateur reconnu, encore moins de commerçant. J'ai dit manœuvre, c'est-à-dire le bas de l'échelle. Les amis, mesurez la cruauté du tour de passe-passe. On te prend ta terre, on installe d'autres que toi là-dessus. On te ferme la porte du circuit qui s'y développe et ensuite on te regarde rester à l'écart de ces circuits et on dit, tu vois, il est paresseux. Bref, le système t'exclut, puis il te reproche d'être exclu. Et voilà un point que Dezon souligne en note de bas de page. Il écrit, et je reformule, que ce genre de raisonnement, c'est-à-dire blâmer la population pour l'échec de ce qu'on leur impose, ne s'arrête pas à la colonisation. Cette politique se maintient jusqu'à aujourd'hui dans les opérations de développement. Et quand un projet échoue, on cherche l'erreur ou l'irrationalité chez ceux qu'on est censé développer. On ne questionne jamais le projet lui-même. La grand-mère coloniale a survécu à la colonisation. Elle a juste mis le costume de la coopération internationale. Et toi, tu crois que l'indépendance a effacé l'ardoise? Que la blessure foncière s'est refermée le jour où le drapeau français est descendu? Au contraire, un slogan, un seul, prononcé par le père de la nation lui-même, va transformer cette blessure en plaie ouverte. Ce slogan, tu l'as entendu 1000 fois. La terre appartient à celui qui la met en valeur. Une phrase, 7 mots, et c'est tout l'ouest forestier de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui va basculer. Tout part d'un échec. Le 20 mars 1963, le projet de loi foncière voté par l'Assemblée nationale n'est jamais promulgué par Houphouët-Boigny, faute de soutien dans nos villages et en raison de la résistance des chefs coutumiers. Le président n'insiste pas. Ce qu'un test n'a pas pu, peut-être que la parole sous la forme d'un mot d'ordre le pourra. Il lance dès lors « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Mais attention à ce point parce qu'il est capital. Cette phrase n'est inscrite dans aucun code. Elle a été lancée comme consigne dans les années 1962-63, après l'échec de la loi, en complète contradiction avec le cadre légal fixé par la colonisation, mais elle a pris force de loi. Elle devient un adage, répété, appliqué même, sur le terrain. En outre, elle fait loi sans être loi. Mais que disait l'ancien droit, qu'il soit coutumier comme moderne? Il disait que la terre, même en jachère, même en forêt, appartenait à un clan, à un lignage, à un premier venu. La preuve d'antériorité valait titre. Et que va faire ce slogan présidentiel? Il va vider de contenu le régime d'immatriculation hérité de la colonisation et déposséder les propriétaires coutumiers de leurs droits. Conséquence immédiate, être le premier venu ou être autochtone ne confère plus de droit de présomption sur la terre exploitée. Celle-ci désormais peut être revendiquée par quiconque dispose de moyens de la mettre en valeur. Le candidat à la terre, étranger à la communauté villageoise, n'est plus du tout tributaire de cette société pour y accéder. Hier, ce candidat devait passer par le chef de terre, accepter un tutorat, s'inscrire dans un pacte coutumier. Mais aujourd'hui, il lui suffit d'arriver, de défricher, de planter. La communauté villageoise est donc contournée. L'autochtone, lui, ne possède plus que ce qu'il exploite. Le reste de son patrimoine devient disponible pour le premier venu. Cette politique foncière informelle s'est accompagnée d'une protection de facto, politique, des migrants en particulier des baoulés, au nom du même argument que celui des autorités coloniales. Cet argument qui disait que le dynamisme économique des migrants contribuait à la mise en valeur d'un ouest forestier sous-exploité par les populations locales. La mécanique est brutale. Un BT possède une terre héritée de ses ancêtres. Pour le droit coutumier, elle est sienne, sans débat. Mais pour la nouvelle consigne présidentielle, telle qu'elle n'est pas cultivée en cacao, elle ne vaut rien. Un migrant arrive, défriche et plante. Et la terre lui revient de facto. Venez encore me parler de paresse. Non. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une dépossession habillée en slogan progressiste. Et cette blessure foncière n'a jamais été réglée. Elle alimentera d'ailleurs les tensions qui exploseront lors de la crise post-2002, dont le chercheur Chauveau lui-même fait remonter les racines à la déliquescence des compromis fonciers passés sous Houphouët dans les années 50. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Poursuivons. À la fin des années 60, un événement va transformer ce principe en machine. En 1969,
commence le chantier du barrage de Koossou en plein pays baoulé. Mine de rien, ce barrage a écrit des lignes décisives de l'histoire politique de notre pays. Lors de la construction de ce barrage, en effet, le lac va monter. Il engloutit environ 200 villages baoulés. Entre 72 000 et 100 000 paysans, en majorité baoulés, sont déplacés. Du jour au lendemain, il faut leur trouver de nouveaux espaces. Et où les envoie-t-on? L'État crée par décret numéro 69-546 du 22 décembre 1969 une autorité spéciale, l'ARSO, Autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest. Et cette autorité est chargée de désenclaver le Sud-Ouest et d'y réinstaller une partie des déguerpis du barrage de Koossou. Les populations baoulées, issues de Koossou, commencent à arriver dans le Sud-Ouest à partir des années 1972. Comprends bien l'engrenage parce que tout va s'emboîter. Parce que 1. La consigne foncière d'eau fouette suivant laquelle la terre appartient à celui qui la met en valeur ouvre juridiquement les terres des BT à qui les cultive. Deuxièmement, le barrage de Koossou va fournir le flux humain. Et troisièmement, l'État ivoirien, via l'ARSO, va installer lui-même ce flux humain sur ces nouvelles terres. On raconte aujourd'hui un accueil fraternel des terres généreusement offertes. Ça, c'est le récit qui apaise, celui qu'on aime répéter. Mais la réalité est plus sèche. C'est une installation encadrée par l'État ivoirien sur des terres dont les propriétaires coutumiers perdaient le contrôle. Et c'est d'ailleurs sur ce terreau d'injustice qu'éclate dans les années 70 l'affaire Kragbe-Nyagbe. Un jeune intellectuel BT ayant séjourné et étudié en France va créer le PANA, Parti national africain. Mais ce nouveau parti est interdit. N'oubliez pas, nous sommes à l'époque sous le régime du parti unique du PDCI. Les tensions s'exacerbent et le 26 octobre 1970, Kragbe-Nyagbe et quelques centaines d'hommes, armés de fusils et de machettes, occupent Gagnoa et proclament la République des Burnées. La répression militaire est terrible. Le bilan officiel parle d'une soixantaine de morts, les sources critiques vont jusqu'à 4000 morts. Aucune enquête sérieuse n'ayant été menée à ce sujet, le débat persiste. On pourra revenir en profondeur sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais voilà le point que je veux que tu retiennes. Une dépossession a toujours besoin d'une justification. Et celle-ci était prête depuis plus d'un demi-siècle. Dès le début du XXe siècle, l'ethnographie coloniale, sous l'impulsion de Maurice Delafosse, et dans le cadre du comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF, présidé par les gouverneurs Roume et Clausel, l'ethnographie coloniale, disais-je, classe les populations vivant ou exerçant en Côte d'Ivoire selon un critère implicite. Les Djoulas sont valorisés pour leur participation à l'économie de traite. Les Agnis du Sud-Est sont parmi les peuples les mieux considérés parce qu'ils participaient à la mise en valeur, notamment via l'huile de palme et le caoutchouc. A contrario, les Krou et les Bété occupent le bas de la hiérarchie ethnique coloniale et les Bété qui sont farouchement opposés aux colons jusqu'en 1913 sont étiquetés comme primitifs, fourbes, paresseux. En 1916, le gouverneur Gabriel Engoulevent publie son rapport où ce verdict ethnique trouve sa forme la plus aboutie au sortir de la pacification militaire de l'Ouest. Et ce verdict colonial trouvera sous Houphouët sa traduction en doctrine coloniale. Plus tard, une formule qu'on prête au président Houphouët la résume. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Cette formule, Houphouët-Boigny l'a-t-il prononcée mot pour mot? Aucune source primaire datée ne le prouve. La formule circule abondamment dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans les éloges, sans référence à un discours identifiable. Et ça, je préfère te le dire honnêtement plutôt que de te vendre une fausse citation. Mais au fond, peu importe, qu'Houphouët-Boigny l'ait dit ou non, il n'avait aucun intérêt à la corriger. Elle le servait. Cette phrase fait de la productivité agricole le seul critère de la valeur. La terre ne vaut que cultivée. Et l'homme ne vaut que parce qu'il a produit via la terre. Le bon Ivoirien, désormais, c'est le planteur. Un peu comme Houphouët lui-même. Alors regarde comment tout s'emboîte une dernière fois. Le paresseux du colon et le non productif de la doctrine d'Houphouët-Boigny, c'est la même figure. L'un fournit le préjugé, l'autre fournit la morale d'État qui le réactive et lui donne une seconde vie. Le statut de paresseux n'a jamais été un constat, mais plutôt la sanction infligée à ceux qui ont résisté, laquelle sanction a été recyclée contre ceux qui ne plantaient pas assez le cacao. Parce qu'au fond, retiens cette phrase, on ne dépouille pas celui qui travaille, on dépouille celui qu'on a d'abord décrété paresseux. Maintenant, tu as la théorie et tu as le cas concret. Il est temps de tenir la promesse faite au début de cette vidéo. Tu te souviens du duel à distance que je t'avais fait écouter avant le générique? Le duel à distance entre l'administrateur ivoirien et l'exploitant forestier français. Le moment est venu pour revenir là-dessus. Mais vos manœuvres viennent d'où alors? Tous les manœuvres, ils viennent en principe, pour la plupart, de Haute-Volta, quoi. C'est tout des gens du Nord. Des Mossi? Des Mossi. Pourquoi les Ivoiriens, ça les intéresse pas de travailler dans la forêt? Oui. Non, c'est pas une nature à travailler comme ça, quoi. Les gars, ils mangent ici, tout pousse. On est en 1962. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 2 ans. Un reportage filme des exploitants dans la forêt ivoirienne. Un chef de chantier français, parlant des Ivoiriens, lâche ceci sans aucune gêne. Ces manœuvres, dit-il, viennent presque tous de Haute-Volta.
L'Ivoirien, lui, dit-il, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas dans sa nature de travailler comme ça. Il mange des blessés et tout pousse. Voilà, 1962. Le rapport d'Engoulevent a 50 ans et le même discours sort intact de la bouche d'un chef de chantier. Même idée. Nos ancêtres ne sont pas dans le circuit, donc ils sont nécessairement paresseux. 50 ans séparent ces deux hommes, le gouverneur et le chef de chantier. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et pourtant, ils récitent mot pour mot le même test. Vous croyez en une coïncidence? Moi, j'y vois une transmission. Mais dans le même reportage, c'est un sous-préfet ivoirien qui donne la vraie réponse. Le journaliste lui demande si les Ivoiriens n'ont pas le goût des travaux durs. Et le sous-préfet répond, en substance, que ce n'est pas une question de goût pour l'effort. Il y a maintenant en Côte d'Ivoire 100 sous-préfets pareils à M. Saïd Agro. Son aspect sympathique et aussi peu officiel que possible m'autorise à lui poser une question peut-être indiscrète. Au cours de ce voyage, j'ai partout entendu dire aux employeurs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils préféraient employer des manœuvres étrangers, essentiellement des voltaïques. Est-ce que cela voudrait dire que les Ivoiriens n'ont pas de goût pour les durs travaux? Sur cette question, je voulais vous dire tout de suite que ce n'est pas parce que l'Ivoirien n'a pas de goût pour les gros travaux, mais l'Ivoirien ne peut pas, étant donné que l'Ivoirien lui-même a ses propriétés, il lui est difficile de s'attacher résolument à un travail, soit par exemple sur la plantation d'un Européen, alors que sa propre plantation à lui a besoin d'être entretenue de temps en temps. L'Ivoirien a ses propres propriétés. Il lui est difficile de s'attacher au travail sur l'exploitation d'un Européen quand sa propre exploitation, à lui, a besoin d'être entretenue. Tout est dit. L'homme du terrain, l'Ivoirien l'a dit lui-même en 1962. Ce n'était jamais de la paresse. C'était un choix. Nourrir sa propre famille sur sa propre terre plutôt que d'enrichir un marché dont on ne fixe pas les règles. Et ce détail des manœuvres voltaïques mérite qu'on s'y arrête. Si l'Ivoirien refuse de travailler sur la plantation du colon, ce n'est pas parce qu'il refuse l'effort, puisqu'il s'épuise sur sa propre parcelle. C'est parce qu'il refuse un rapport précis. Vendre son temps et son corps pour un projet qui ne le nourrit pas lui. La colonisation lui demandait, sur sa propre terre, une forme d'esclavage à domicile. Il a dit non. Et ce non, on l'a appelé paresse. À ce stade de la vidéo, tu pourrais penser qu'on tient là une tragédie purement ivoirienne, une blessure locale, la nôtre. Mais détrompe-toi. Ce que je viens de te décrire, ce mécanisme exact, on le retrouve à l'identique sur 3 continents et à travers 4 siècles. Laisse-moi t'emmener loin de la Côte d'Ivoire. Ce mécanisme consistant à transformer la résistance en défaut de caractère n'est pas une spécialité ivoirienne. C'est une technologie coloniale exportée partout. Aux Amériques, dès le XVIe siècle, les planteurs européens classent les Africains déportés par origine et notent qui résiste, qui fuit, qui se révolte. Premier exemple, les Akans, déportés de l'actuel Ghana, que les colons anglais surnomment Coromantese. Ils organisent des dizaines de rébellions en Jamaïque. Leur réputation de combattants devient si notoire que des propriétaires de plantations proposent une loi pour interdire leur importation. Note bien l'ironie. On reconnaît qu'ils travaillent dur, mais ils résistent trop. Alors, on les interdit. Deuxième exemple, les Igbo de l'actuel Nigeria. Ils héritent d'une autre réputation tout aussi stigmatisante. Des esclaves Igbo, par les actes de résistance désespérés, parfois dans la croyance que la mort les ramènerait sur leur terre natale, choisissent de mettre fin à leur jour. Les planteurs n'y voient pas une forme de résistance spirituelle ultime. Pour eux, c'est un défaut de rentabilité. Même la mort d'un homme est lue à travers la grille du profit. Troisième et dernier exemple, les Wolofs de Sénégambie. Dès 1522, dans l'actuelle République dominicaine, sur une plantation appartenant à la famille de Christophe Colomb, éclate l'une des premières grandes révoltes d'esclaves du continent américain, menée notamment par des Wolofs. La réaction est immédiate. Dès 1526, les autorités espagnoles interdisent la déportation des Djelofs, les Wolofs, premier groupe nommément visé, jugé trop dangereux. Et en 1532, une lettre adressée à l'impératrice d'Espagne supplie qu'on cesse d'envoyer les Wolofs accusés d'inciter les autres à la révolte. Même grammaire, 4 siècles avant le rapport Engoulevent. Ce que le dominant ne peut pas contrôler, il le pathologise. Et le miroir inversé existe aussi. Quand une communauté s'intègre au système, elle reçoit des appellations valorisantes. Dosons le montre pour les Djoula qui exerçaient dans la région de Gagnoa que l'administration qualifie, et je cite, d'avant-garde économique du progrès. C'est une expression coloniale directe que l'administration n'hésite pas à utiliser parce que ces Djoula servent de relais à l'économie marchande importée. Ici, le colon ne juge pas l'intelligence ou la valeur humaine des Djoula, mais plutôt, il vante leur utilité pour le système colonial. Le contenu moral des mots n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs,
Cette situation fait écho à une formule attribuée dans les milieux panafricanistes au révolutionnaire mozambicain Samora Machel, et je le paraphrase, le jour où tu entendras les puissants parler de toi en bien, méfie-toi, cela voudra dire que tu les as servis. 3 continents, 4 siècles, toujours la même grammaire. Et tu pourrais croire que le dossier est clos, mais il me reste à te montrer le détail le plus troublant de toute cette enquête. Parce que ce que nos ancêtres faisaient, ce qu'on a appelé leur paresse, des Européens le font aujourd'hui. Et eux, devine comment on les appelle. Et il faut le dire, parce que c'est le retournement le plus parlant. Ce que nos ancêtres faisaient, c'est-à-dire préférer leur subsistance à un marché qu'ils ne contrôlaient pas, des Européens le font aujourd'hui et eux, on ne les appelle pas paresseux. On les appelle plutôt néo-ruraux, objecteurs de croissance, adeptes de la décroissance. En France, en Italie, en Espagne, des milliers de personnes quittent le salariat, cultivent leur propre terre, refusent de produire pour une logique de marché dont elles ne maîtrisent pas les termes. Et eux, on les présente comme des pionniers d'un autre mode de vie, comme des gens lucides. On écrit des livres sur eux. On les invite à la télévision pour expliquer leur sagesse. Nos ancêtres faisaient exactement cela. La différence, nos ancêtres n'avaient pas, eux, le contrôle du récit. Quand un Européen choisit la terre contre le marché, il s'agit de la sagesse. Mais quand un BT faisait la même chose au siècle précédent, c'était de la paresse. Le geste est identique. Seul le narrateur a changé. Parce qu'on a fait croire qu'il n'existait qu'une seule façon de travailler dignement. Et cette idée-là, il faut la démonter pièce par pièce. Depuis quand l'agriculture d'exportation serait le seul critère du courage? Commençons par définir ce mot « paresse ». La paresse, c'est le refus de l'effort, le goût de l'inaction. Or, rien de tout cela ne décrit nos ancêtres. Ce qu'on a appelé leur paresse, c'était à la réalité un effort orienté vers autre chose que les caisses de la colonie. Parce que dans chaque pays, chaque peuple avait son activité phare. Ça pouvait être la pêche, l'élevage, la chasse, l'agriculture vivrière, la culture, la danse, et pour ne citer que cela. Ce sont des activités, ce sont des savoir-faire, des disciplines, des connaissances transmises de génération en génération. Les BT se nourrissaient, et se nourrissaient bien longtemps avant que la colonisation n'impose l'agriculture extensive d'exportation. Donc, manger à la sueur de son front, nos anciens connaissaient déjà. Le problème n'est donc pas le travail, mais devient le fait qu'un seul type de travail a été décrété noble, et que tous les autres ont été rangés au rayon des instincts. L'idée que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, érigée en doctrine nationale après l'indépendance, a entériné le cliché. Mais arrêtons-nous un instant. Que recouvrait exactement le mot agriculture dans la bouche d'Houphouët-Boigny? Il n'en a jamais donné de définition fermée, mais le contexte, lui, ne laisse guère de doute. L'État ivoirien des premières décennies s'est construit sur le café et le cacao, des cultures de plantation tournées vers l'exportation. C'est le travail de la terre, et plus précisément la terre qui rapporte des devises, qui a été érigé en maître étalon. La pêche des peuples lagunaires, l'élevage du Nord, la chasse des peuples de la forêt et même l'agriculture vivrière qui nourrit sans enrichir le marché, tout cela tombait hors du cadre. Le cliché ne récompensait pas le travail. Il récompensait un seul type de travail, celui qui remplissait les caisses. Et le raisonnement qui en découle est brutal dans sa simplicité. Tu ne fais pas l'agriculture de rente, donc tu es un paresseux, donc tu es un inutile. Dès lors, le peuple dont l'activité phare était autre chose s'est retrouvé disqualifié. Et c'est là qu'il faut faire un effort d'imagination. Prends les peuples lagunaires, les Hébriers par exemple. Leur activité phare, c'était la pêche. Un Hébrien est-il paresseux? Évidemment non. D'ailleurs, les Hébriers eux aussi subissent un autre cliché qui les verrouille comme des paresseux, bons qu'à vendre des terrains à Abidjan. Mais ça, on y reviendra peut-être une autre fois. Maintenant, pose-toi la vraie question. Si le discours officiel avait dit que le succès de ce pays reposait sur la pêche, qui aurait été célébré comme le plus courageux? Les peuples lagunaires bien évidemment. Et le cliché de la paresse serait tombé sur d'autres. Le préjugé n'a jamais mesuré le travail réel. Il a mesuré la conformité à un modèle économique unique, celui que le colon avait choisi et que l'État postcolonial avait décidé de conserver. Et regarde l'ironie. Engoulevent reproche aux BT leur goût pour la chasse. La chasse, c'est de l'effort, c'est de la technique, du danger, une connaissance fine du territoire. Essaie d'aller chasser un lion ou un buffle africain avec des moyens rudimentaires comme le font les BT et tu reviendras ici témoigner dans les commentaires que la chasse c'est de la paresse. La réalité, c'est que la chasse, parce qu'elle ne remplit pas les caisses de la colonie, est rangée au rayon des instincts. Le travail qui ne rapporte pas aux colons n'est pas compté comme du travail. Prenons un autre exemple, chez les Baoulés. Dans certaines tribus, pour conquérir une femme, il arrivait que le prétendant prouve sa valeur à la belle famille en cultivant un champ d'igname. L'agriculture n'était pas un labeur imposé de l'extérieur, c'était une preuve de dignité, un rite de passage. L'agriculture pour nos ancêtres, c'était une fierté, jamais une servitude. Les amis, il nous faut donc retirer les œillères coloniales. Et au passage,
poser une question qu'on évite trop souvent. Peut-on enfin reconnaître le poids de l'Ouest dans la culture ivoirienne? Sa musique, ses danses, ses figures, son patrimoine. Je ne suis pas de l'Ouest et pourtant, quel Ivoirien peut rester insensible à cet apport? Le moment est venu de l'admettre. Alors maintenant, après tout ce chemin, après le rapport, après la loi, les penseurs, l'archive et les 3 continents, revenons à la question du début. Posons-la une dernière fois, droit dans les yeux. Alors, les BT, paresseux? Laisse-moi te citer quelques noms. Zoukouk-Beli, figure de la résistance anticoloniale contre Goulven lui-même, qui a lutté contre la disparition du monde connu pour essayer de faire un parallèle avec l'œuvre de Chinua Achebe, Le monde s'effondre, ce monde qui craque sous les coups de la colonisation. Les BT, c'est aussi Victor Biaka-Boda, sénateur, militant anticolonial, disparu en 1950. C'est également Marie Séri Coré, figure féminine de la lutte pour l'indépendance. Kragbe Nyagbe, dont le combat s'est justement axé sur cette déposition injuste de leurs terres. Laurent Gbagbo, qui lutta pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Frédéric Brûly-Boisbré, artiste de dimension universelle, créateur d'un syllabaire BT. C'est Zadi Zaourou, maître incontesté du Didiga. Les Lorignan Guédé, Seri Bailly, Pierre Kipré, Goz, Ernesto Djedje, qui a porté les églibétiers aux oreilles du monde. Les Gadi Seli, les Baïs Pinto, les Johnny Allé. C'est également Didier Drogba qui fait rayonner ce pays à chaque apparition. Bref, les BT, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont toujours répondu présent quand l'histoire de notre pays le demandait. Ce sont des hommes et des femmes qui contribuent à ce pays dans tous les domaines. Et moi, qu'est-ce que je gagne à faire cette vidéo? Suis-je l'avocat des BT? Non. Suis-je moi-même BT? Bien au contraire. J'appartiens à ce qu'on appelait dans l'ancienne Côte d'Ivoire l'ethnie rivale des BT. Et de toutes les façons, les BT savent se défendre tout seuls. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes avec ce franc-parler qu'on leur reconnaît. Si on était paresseux, on ne brillerait pas dans tous les domaines. Moi, je viens sur la base d'un constat. Nos anciens ont résisté à la colonisation. Ils ont payé ce choix au prix de leur sang. Et nous autres, Ivoiriens de 2026, au lieu de reconnaître cette résistance pour ce qu'elle était, du courage, de la dignité, de l'attachement à une vie libre, nous continuons dans les sillons fallacieux tracés par l'administration coloniale et son vocabulaire qu'il a rebaptisé paresse. Ce vocable paresse a voyagé. Il a traversé l'indépendance. Il a survécu aux crises. Il accable aujourd'hui non plus seulement les BT, mais tous les Ivoiriens. Et parfois, il sort de nos propres bouches. Ce que le colon appelait paresse, l'historien l'appelle résistance. Ce que tu choisiras de l'appeler désormais, c'est à toi de décider. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Pas pour moi, mais pour les millions de personnes qui méritent qu'on raconte leur histoire correctement. Et n'oublie pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.